va aller pour les deux. Bien, voilà. Alors, avant tout, juste pour vous informer que dans votre NetCampus, vous avez normalement accès à la correction. Enfin, j'ai fait une petite capsule vidéo pour la correction du petit quiz que nous avions réalisé. Et j'ai mis les résultats des 20 premiers dans chaque groupe. Je n'ai pas identifié les groupes par contre. Je n'avais pas fait attention. J'ai mis groupe 1, groupe 2 sans savoir à qui j'assignais. Mais dans tous les cas, les deux groupes ont fait le même quiz. Et vous aurez un autre quiz à faire à la fin de ce TD ici. Je le mettrai en ligne dès ce soir. Hop, allez, tout le monde est arrivé. C'est OK. Alors, je vais juste partager mon écran pour qu'on ait les mêmes données. OK. Alors, le temps que ça apparaisse. Donc, sur le cas suivant, qui n'apparaît toujours pas. Alors, sur le cas suivant, on a la société, je fais un résumé, hein, on a quelques éléments de contextualisation. On nous explique que c'est une société de bâtiments, hein, donc de chauffage, de réparation et d'installation de chauffage. Et on nous explique que cette société est en plein recrutement et que M. Michel, donc le chef d'entreprise, a reçu plusieurs candidats et qu'il a retenu la candidature de Xavier. Lors du dernier entretien, il lui a donc proposé de conclure un contrat de travail. Bon, le contrat a été décalé parce qu'il y avait le besoin d'obtenir un prêt, un emprunt pour l'achat d'une camionnette, ce qui a été fait, mais Xavier n'a pas de nouvelles de M. Michel, donc qu'il avait reçu en entretien. D'abord, on va nous demander ici de qualifier la relation entre Xavier et Michel. Et bien sûr, à partir de cette qualification, pourquoi mon écran ne se partage pas? À partir de cette qualification, on va pouvoir déterminer le régime et les possibilités que va avoir Xavier éventuellement. Les recours, les possibilités qu'il va... Ah ben, je ne comprends pas pourquoi mon écran ne se partage pas. Je vais recommencer. Voilà, voilà. Voilà, c'est tout bon. Donc, ce que je vous propose, c'est à travers le chat hein, de me faire des propositions sur ce que, juste en un mot ou deux, hein, juste de ce que vous pensez de cette situation et de ce que vous pensez de la relation qui s'est établie entre Xavier et Michel. Vous avez plusieurs possibilités pour qualifier juridiquement la situation et pouvoir ensuite en déduire les recours possibles. Alors, Maxime me propose une promesse synallagmatique
de contrat? Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre proposition, une autre vision des choses? Alors, une promesse d'embauche, une promesse unilatérale pour Éline. Mathieu, une promesse d'embauche. Pas d'autres propositions, alors on va rester avec ces trois-là. On va regarder un petit peu l'étendue des trois propositions. Alors Maxime, pour la promesse synellagmatique, la promesse synellagmatique, c'est une promesse bilatérale, c'est-à-dire que les deux parties se sont engagées à conclure le contrat. Ici, difficile de pouvoir dire que c'est une promesse synellagmatique puisque Xavier n'a pas encore, je dirais, conclu le contrat. Ensuite, Mathieu nous propose une promesse d'embauche. Alors, oui, effectivement, c'est une promesse d'embauche. Simplement, Mathieu, juridiquement, et dans les données que l'on a vues, il faut améliorer votre qualification. Et ici, Hélène nous donne la bonne proposition, qui est une promesse unilatérale. Alors, on aurait pu rajouter d'embauche, effectivement. Mais la bonne qualification ici, c'est une promesse unilatérale. Alors, on aurait pu cumuler les deux dans une réponse. On aurait pu expliquer que c'était une promesse unilatérale par laquelle Michel, le promettant, s'est engagé, alors que Xavier ne s'est pas encore engagé, puisque lui, il attend, on va dire, entre guillemets, pour signer son contrat, que Michel obtienne la camionnette. Alors, n'oubliez pas, bien sûr, de toujours respecter la méthodologie. Et ici, personne ne m'a évoqué éventuellement l'éventualité d'une offre. D'accord. Et je pense que vraiment le cas se prêtait à ça, à discuter de la différence entre une offre et une promesse, en indiquant peut-être dans une majeure, dans ce que vous savez de votre cours, ce qu'est une offre et ce qu'est une promesse, pour ensuite, à travers les faits, pouvoir déduire qu'effectivement on est en présence d'une promesse unilatérale de contrat, par laquelle Michel est engagé, et n'attend plus que l'engagement de Xavier. Maintenant, quel est le recours possible? Donc finalement, quel est le régime? Quel est le régime de la promesse unilatérale quand l'une des parties, on a l'impression que Michel, finalement, il a fait marche arrière et peut-être ne compte-t-il plus embaucher Xavier, peut-être a-t-il trouvé un autre candidat, enfin peu importe, dans tous les cas. Ici, on voit bien que Michel, voilà, n'agit plus. Que peut faire donc Xavier contre Michel? Est-ce que vous avez des propositions? Alors, parmi les propositions, non pas les propositions, parce que personne n'a de proposition, alors Mathieu l'obligeait à respecter sa promesse. Aurélie nous propose d'aller au prud'homme. Le fait que Michel n'embauche pas Xavier, que si le prud'homme est accepté, ne rentre pas en compte. Je prends, non, la problématique de la banque et de l'octroi du prêt et de l'acquisition de la camionnette n'est là que pour justifier que le contrat n'ait pas encore été conclu totalement. N'est là que pour justifier que il y a un décalage dans la signature du contrat, dans la conclusion du contrat. Alors, je vais revenir juste sur ce que dit Aurélie. Aurélie nous dit, voilà, saisir le Conseil des prud'hommes. Oui, mais à quelle fin, Aurélie? Pourquoi? Parce que le Conseil des prud'hommes, ici, n'agit que quand la relation est actée. D'accord? Quand il y a un souci dans une relation de contrat de travail. Or là, le contrat n'est toujours pas conclu. Donc, saisir le tribunal de prud'homme, à mon sens, le tribunal va se déclarer incompétent. Il va dire non, on ne peut pas juger votre affaire, on ne peut pas traiter votre affaire, puisqu'il n'y a pas de contrat de travail. Donc, il n'y a pas de litige né à l'occasion d'un contrat de travail, puisque le contrat n'est pas encore formé. On est bien d'accord là-dessus. Par contre, effectivement,
Mathieu nous indique qu'il peut l'obliger à respecter sa promesse. Effectivement, c'est la solution puisque on sait que, et ça il faut bien prendre en compte les choses, hein. On a grosso modo, si on met à part le pacte de préférence qui a son régime propre, mais on a trois possibilités. Soit on est en présence d'une offre, soit on est en présence d'une promesse unilatérale, ou soit on est en présence d'une promesse synélagmatique. Vous avez fait votre choix parmi ces trois possibilités en vous portant sur la promesse unilatérale. Maintenant, regardons ce que l'on met en face de chaque possibilité. En cas, bien sûr, de rétractation de la partie promettante ou offrante, c'est-à-dire, alors je vais revenir après Lorraine sur ce que vous dites, d'accord, parce que c'est très long, il faut que je le lise tout. Donc, je disais, pour vous, il faut savoir le régime de chaque possibilité. On avait dit une offre. Quel est le régime de l'offre en cas de rétractation du pollicitant, donc c'est-à-dire celui qui offre, entre guillemets, de l'offrant? Ça ne se dit pas trop en droit, hein, d'accord, on va plutôt utiliser le terme de pollicitant. Que va-t-on pouvoir faire s'il y a une rétractation du pollicitant? Que va-t-on pouvoir faire si, en cas de promesse, s'il y a une rétractation du promettant, en cas de promesse unilatérale, et que va-t-on pouvoir faire, pardon, en cas de rétractation dans le cadre d'une promesse synélagmatique, c'est-à-dire d'une promesse où les deux parties ont donné leur accord de volonté. Première chose, sur l'offre, en cas de retrait, en cas de rétractation du pollicitant, alors que l'offre est toujours valable et que l'offre est parvenue à son destinataire, seule la responsabilité civile délictuelle dans l'intention d'obtenir des dommages et intérêts peut être mobilisée. Il n'y a que cette possibilité à obtenir des dommages et intérêts en engageant la responsabilité délictuelle et non pas contractuelle parce qu'il n'y a pas encore de contrat. En cas de promesse unilatérale, alors je vais d'abord traiter la promesse synélagmatique, comme ça on terminera sur ce qui nous intéresse. En cas de promesse synélagmatique, hein, je vous rappelle, c'est par exemple le compromis de vente qui a été signé pour l'acquisition d'un bien immobilier dans l'attente de l'acte notarié, de l'acte du notaire, de l'acte authentique qui, lui, va sceller la vente. Malgré tout, les deux parties dans ce type de promesse, donc synélagmatique, les deux parties ont donné leur accord de volonté. Dans ce type de promesse, aucune des parties ne peut se rétracter, sauf une clause contraire, sauf une clause le permettant. Mais s'il n'y a pas de clause permettant cette rétractation, bien souvent c'est une condition suspensive d'octroi du prêt, etc., etc. Si il n'y a pas ce type de clause dans un contrat synélagmatique, les parties sont engagées et ne peuvent plus se dégager du contrat, sauf encore une fois comme un accord. Donc la vente ira jusqu'au bout. D'ailleurs, on dit bien souvent, et c'est un article du Code civil, que dans la promesse synélagmatique de vente, elle vaut vente. C'est comme si la vente était faite. Maintenant, portons-nous sur la promesse unilatérale. Alors, je reprends juste les propos de Lorraine. Il peut engager la responsabilité civile de Michel pour ne pas avoir tenu sa promesse, ce qui impliquerait normalement que ce dernier doive l'embaucher. En revanche, pour des raisons d'incapacité, par exemple, s'il n'a pas les moyens d'embaucher, il ne sera pas contraint d'embaucher, le contrat ne pourra être conclu, mais Xavier pourra intenter la responsabilité de Michel afin de plaire le management dans l'attente occasionnelle perte de temps. Alors, je suis plutôt d'accord avec votre réponse, mais je mettrai juste le bémol sur en revanche, si Michel ne peut pas l'embaucher pour des raisons d'incapacité. Alors, deux choses, Lorraine, attention aux termes que vous utilisez. D'accord, les termes que vous utilisez, notamment d'incapacité, l'incapacité, c'est une des trois conditions de validité du contrat, la capacité à conclure un contrat. Et là, on part plutôt sur le majeur non émancipé, sur le mineur non émancipé, pardon, ou sur le majeur protégé. Alors, pour des raisons techniques, hein, par exemple, il ne pourrait pas l'embaucher parce qu'il n'a plus les moyens de l'embaucher. Moi, je dirais non. Hein.
moi je dirais non, et je dirais que devant un tribunal, on va dire, bah, vous l'embauchez et vous le licenciez. Puisqu'il faut que le contrat soit, si Xavier accepte, donc, exprime sa volonté de conclure le contrat, Michel, lui, étant déjà engagé, effectivement, on va pouvoir le forcer à conclure le contrat. Ensuite, s'il n'a pas les moyens, il procédera à une procédure de licenciement. Mais ici, Michel n'a pas la possibilité de se rétracter, puisqu'il est engagé dans le contrat, lui. C'est vraiment, il faut être simple, il faut être simple dans votre réponse. La promesse unilatérale engage le promettant. Il ne peut pas se rétracter. Le bénéficiaire de la promesse, s'il accepte la promesse, peut forcer le contrat. Alors, il va évidemment faire une demande auprès d'un juge, et le juge accédera à ces demandes en disant le contrat est conclu, messieurs, vous êtes embauchés. Voilà la réponse qu'on attend. C'est bon pour tout le monde? Alors, voyons maintenant le cas suivant. Alors, je fais le résumé du cas, on en discute ensemble. Une société a pris tabac, c'est-à-dire a signé un contrat de location. Donc la société Rubier a signé un contrat de location immobilière avec la société Alary. La société Alary a vanté les avantages de l'implantation dans la zone industrielle et notamment a indiqué qu'il y avait déjà beaucoup de bureaux qui étaient loués dans cette même zone. Au moment d'entrer dans les locaux, la société Rubier s'aperçoit que finalement, elle est la seule à avoir loué les locaux. Ici, on vous demande d'éventuellement remettre en question le contrat de bail qui a été signé entre la société Rubier et la société Alary. Donc en vous posant la question, le contrat est-il valable? Justifiez votre réponse. Alors là, tout de suite, dès que vous voyez le mot valable, validité, à propos bien sûr d'un contrat, dans une question, les voyants s'allument tout de suite. On est obligatoirement sur les conditions de validité du contrat qu'on a largement étudié ensemble. Il n'y a pas d'autre chose à aller chercher. Conditions de validité du contrat, c'est tout. Je vous les rappelle, on a 3 conditions. Le consentement libre et éclairé, la capacité juridique des parties à contracter et le contenu licite et certain du contrat. Vous devez les rappeler dans votre partie, dans votre première partie. Pour être valable, un contrat doit réunir de façon cumulative les 3 conditions suivantes. Bing, bing, bing. Vous les citez les 3. D'accord. Entre autres, concernant le consentement des parties, le consentement peut être vicié, altéré par 3 possibilités, l'erreur, le dol ou la violence. Le dol est caractérisé par 3 choses. Une manœuvre, un mensonge ou une réticence dolosive faite par le co-contractant, de manière intentionnelle et portant sur une qualité essentielle du contrat. C'est-à-dire, alors vous pouvez très bien dire une qualité essentielle du contrat, c'est très bien, c'est vraiment le terme qu'il faut donner, ou vous pouvez très bien dire portant sur une donnée importante ou sur une chose importante du contrat. Voilà comment vous devez établir votre première partie. Deuxième partie, maintenant on va regarder au niveau des faits. Au niveau des faits, que se passe-t-il? Donc, le contrat porte sur un bien immobilier qui n'est pas quelque chose d'illégal. On ne peut pas remettre en question la capacité des parties. Donc, contenu, capacité, pas de souci là-dessus. Maintenant, regardons le consentement. Est-ce qu'il n'y a pas un dol qui frappe le consentement? Est-ce qu'il y a eu un mensonge? Est-ce qu'il y a eu une réticence dolosive? Est-ce qu'il y a eu une manœuvre? Ici, clairement,
la société Alary a menti à la société Rubier en lui disant que les locaux, que plusieurs sociétés s'étaient déjà installées dans la zone. Donc, le mensonge est établi. L'a-t-elle fait de façon intentionnelle? Oui, hein. Alors qu'il n'y a aucune autre société qui est installée. La société Alary dit qu'il y a d'autres sociétés. Donc, clairement, ça ne peut être que intentionnel. Ça ne peut pas être une erreur, c'est intentionnel. Et, enfin, la dernière condition du dol, est-ce que cela porte sur un élément essentiel du contrat? Est-ce que cela porte sur un élément important du contrat? Et c'est là où il y a un problème. Exactement. Exactement. Alors, je ne sais pas qui a dit ça. Hop. Mathieu, exactement, Mathieu, vous avez bien ciblé la problématique ici, c'est que le fait de ne pas avoir de voisins, le fait qu'il n'y ait pas d'autres sociétés installées dans la zone, est-ce que c'est important? Alors, est-ce que c'est important pour la société Rubier? Est-ce que le contrat de location, est-ce que un élément important du contrat de location, c'est avoir des voisins? Posez-vous vous-même la question, d'accord? Alors ici, on est dans le cadre. Alors, ici, on est dans le cadre. Il y a plein d'arguments qui arrivent, on va en discuter. Mais alors, on est peut-être dans un cadre professionnel, mais moi, si je suis dans un cadre particulier, que j'entends louer un appartement dans une résidence qui vient de se construire, que je m'adresse à le promoteur immobilier ou peu importe à une agence immobilière, et que l'agence immobilière me dit, ben oui, il y a d'autres personnes qui sont déjà installées. Et qu'au moment de mon emménagement, je m'aperçois que je suis le seul. Bon, le contrat, il porte sur une location d'un bien immobilier. Est-ce que le fait d'avoir des voisins, c'est une chose hyper importante? Je suis un peu sceptique. Alors, dans votre argumentation, après, on peut tout à fait en discuter. Dans votre argumentation, vous me dites, un des principes fondamentaux est la bonne foi. Très bien, d'accord? Mais ça ne suffit pas. Je suis d'accord avec vous, Maxime, mais la bonne foi ou la mauvaise foi n'intervient que sur un élément important. Et notamment, par exemple, si on parle de l'obligation d'information, elle intervient sur des éléments fondamentaux. Alors, même si ici, effectivement, le contrat n'a pas forcément, ou comment dire, les, euh, les discussions préliminaires, hein, d'accord, les pourparlers n'ont pas été forcément faites de bonne foi. On va venir après sur la bonne foi et éventuellement, même si on dit que la société Alary a été de mauvaise foi, quel est l'impact? D'accord? Vous pouvez dire que vous avez été de mauvaise foi, mais je vous rappelle que, effectivement, on pourrait très bien envisager une action en responsabilité civile délictuelle, donc avant le contrat, hein, puisque la mauvaise foi a eu lieu avant le contrat, avant la conclusion du contrat, puisque les discussions c'est avant. Quel préjudice vous allez pouvoir mettre en face? Alors, Aurélie propose, elle dit, car ça mène à la clientèle et, a priori, il y aurait peut-être un problème de visibilité. Ok, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est, je dirais, des arguments qui se tiennent plutôt oui. Mais ici, dans les faits, rien n'indique que... alors, c'est quoi l'activité? On va vérifier, c'est quoi l'activité exacte. A toujours imprimé des papiers. L'entreprise a longtemps imprimé de la littérature, des dictionnaires, etc. Bon, la clientèle, elle ne vient pas chez Rubier. Enfin, c'est pas une clientèle privée. D'accord? C'est pas une clientèle de consommateurs. La société Rubier doit travailler pour d'autres sociétés, des sociétés d'édition, des sociétés euh, qui du concentration d'activité sur la précision de catalogue, peut-être pour Auchan, vous voyez, des choses comme ça. Bon, le fait qu'elle ait moins de visibilité, la visibilité est importante quand on a des clients particuliers. Si Aurélie, vous argumentez en me disant que voilà, il y a peut-être un risque de perte de clientèle, mais bon, j'ai un peu de mal à y croire, hein. Mais si vous arrivez à l'argumenter, vous n'aurez pas tous les points, parce que vous n'arrivez pas à la bonne réponse, parce que je ne pense pas qu'une imprimerie
soit très visible. Vous en connaissez une, vous oui, vous connaissez Auchan, vous connaissez les magasins de vêtements, etc., parce que vous êtes des particuliers, que vous allez dans ces vêtements-là, et peut-être que la visibilité de ce type de commerce est importante. Pour une imprimerie, je ne suis pas sûr que la visibilité soit importante. Au même titre que le rapport à la clientèle n'est pas forcément très important ici. Malgré tout, bon, allez, voilà, vous argumentez, vous montrez que vous savez qu'il faut que ça porte sur un élément important, vous l'argumentez. Bon, pour moi, votre argumentation, je suis un peu sceptique, mais vous prenez 80% des points. D'accord? Parce que si toute votre majeure, comme je l'ai faite avant, d'accord? Bon, ok, d'accord, vous me dites bien sûr, car si elle a des clientèles d'entreprise à proximité, ils vont faire appel à elle. Pourquoi pas? Effectivement, ça peut marcher. Euh, ça peut marcher. J'aurais bien voulu que dans l'énoncé, si on indiquait que pour la société Rubier, c'était important de se positionner dans une zone où il y avait d'autres entreprises, là, votre argumentation, elle aurait fonctionné à 100%. D'accord. Malgré tout, je suis très sceptique. Mais je vous dis, voilà, vous argumentez bien, vous prenez 80-90% des points si votre argumentation est correcte. Parce que on peut avoir une appréciation différente des choses. C'est complètement possible, surtout qu'en général, les cas pratiques sont très peu prolixes, il y a très peu de faits, donc on est obligé d'en déduire certains. Donc le principal, c'est bien connaître son cours et bien donner tous les éléments de la validité du contrat, et d'après de discuter des faits par rapport aux éléments que l'on a donnés. Ici, moi, il me semblerait plutôt que le DOL ne peut pas être caractérisé puisqu'il ne porte pas sur un élément essentiel du contrat, puisque les éléments essentiels du contrat sont l'accession à des locaux, etc. etc. Maintenant, Aurélie argumente différemment. Elle dit que si, c'est important pour sa visibilité, pour les rapports qu'elle peut avoir avec d'autres entreprises, etc., etc. Pourquoi pas? Dans tous les cas, il faut avoir toute cette argumentation-là. Ça ne peut pas se résumer en une ou deux phrases. D'accord? Il faut vraiment avoir une argumentation solide avant de conclure. Donc, moi, je conclurai par l'inexistence du dol. Aurélie, a priori, conclurait par l'existence du dol. Qu'est-ce qui se passe pour le correcteur? Il voit ma copie, il dit pas, il a donné tous les éléments du droit, il a rapproché le droit des faits et donné une argumentation, et il a conclu, bien sûr, en fonction de l'argumentation qu'il a donnée. Bon. C'est exactement le corrigé qui est proposé, je lui donne 100% des points. Aurélie, elle a donné tout le droit. Ah, super. Elle a une argumentation, mais elle a une vision différente des choses. Elle conclut par le dol. Et donc, le vice du consentement et donc la nullité du contrat. Bon, je lui donne 90-95% des points. D'accord? Évidemment que vous pouvez ne pas être d'accord. Sinon, il n'y aurait pas de tribunaux, il n'y aurait pas d'avocat, il n'y aurait pas de juge. Si c'était si clair et si certain, bien souvent, c'est une question d'argumentation et de justification. Ici, a priori, on tombe sur deux choses différentes. C'est à discuter. Alors, y a-t-il des questions par rapport à ça, d'abord? Pas de questions? Très bien, nous allons pouvoir passer donc au cas suivant. Alors, dans le cas numéro 7, on a une société qui est liée à une autre société, donc le fournisseur. Je vois qu'il y a une erreur d'ailleurs dans le cas pratique parce que les deux sociétés sont différentes. C'est pas grave. Une société fournit une autre société en monture de lunettes et les deux sociétés ont conclu un contrat pour 10 ans. Comme vous voyez qu'au début, on vous parle de la société Lomos et après, on vous parle de la société Opticus. Bon.
un peu bizarre cette affaire. On va dire que c'est une erreur du rédacteur et on va conclure que Opticus est bien le fournisseur de la société Top Optique. Ils ont conclu donc pour une durée de 10 ans un contrat portant sur la confection et la fourniture de lunettes. Toutefois, il arrive un problème, c'est que depuis 2 ans, le prix de la matière première qui sert donc à la fabrication des paires de lunettes s'est envolé. Et de ce fait, la société Opticus ne rentre plus dans ses frais. Monsieur Jean Brunel vous sollicite pour voir s'il y a une possibilité d'arrangement, en sachant que le contrat contient une clause. D'accord ? Ici, une clause qui est texto l'article 1195 du Code civil. Alors, à mon sens, le cas date certainement de quelques années, puisque cet article, c'est exactement ce qui est écrit, hein, s'il y a un changement de circonstances imprévisibles lors de la conclusion du contrat, etc. C'est l'article 1195 du Code civil qui a été rédigé en 2016, qui a été introduit dans le Code civil par l'ordonnance du 10 février 2016. En 2016, je pense l'occasion de vous le dire, il y a eu une grosse modification du droit des contrats par 2 textes, une ordonnance de 2016 et une loi de ratification qui a fait quelques petits changements par rapport à la loi de 2016, une loi de ratification en 2018. Alors il faut bien savoir que par principe, peut-être que vous le savez, la loi n'est pas rétroactive. D'accord ? La loi n'est pas rétroactive, c'est-à-dire qu'une loi qui naît aujourd'hui, imaginons le législateur décide que à partir d'aujourd'hui, seuls les jeunes de plus de 20 ans pourront conduire une voiture ou passer leur permis, on va plutôt passer comme ça, passer leur permis, celui de 18 ans qui vient d'avoir son permis, est-ce que la loi le concerne ? Non, parce qu'on dit que la loi ne peut pas être rétroactive, elle ne peut pas agir sur ce qui se passait avant. Et en l'occurrence, concernant notre nouvelle loi de 2016 qui concerne le droit des contrats et qui a d'ailleurs légiféré sur le problème de l'offre et de la promesse unilatérale, comme tout ce qu'on emploie comme régime, comme qualification concernant les avant-contrats, provient de la modification du droit des contrats, donc intervenue en 2016. Malgré tout, cette modification ne s'applique qu'aux contrats conclus. Alors la loi date du 10 février 2016, mais elle ne concerne que les contrats conclus à partir du 1er octobre 2016. Donc si un contrat est conclu avant le 1er octobre 2016 et que, par exemple, ici, c'est ce que je pense par rapport à ce contrat, puisqu'on ne va pas introduire un article dans un contrat, c'est inutile, parce que l'article est là, donc il existe, donc il est valable. Et on ne pourrait pas avoir, dans la majorité des cas, une disposition contractuelle qui aille contre l'article en question. Et là, l'article, c'est celui qui est exactement reproduit ici. Donc on peut imaginer que le contrat a été conclu avant 2016. Comme cet article n'existait pas avant 2016, on a introduit cette notion de renégociation dans le contrat de façon à ce que ça lui donne plein effet, même si le contrat avait été conclu avant 2016 et donc cet article n'existait pas. Donc, que nous dit l'article ? Enfin, que nous dit la disposition contractuelle plutôt, puisque ça, a priori, ça fait partie du contrat. C'est une clause du contrat. C'est une annexe. Il nous donne 1, les conditions, et 2, les effets. Les conditions, c'est laquelle ? La condition, c'est laquelle ? C'est si un changement de circonstance imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, ça, c'est la condition. Donc, il faut qu'on ait un changement des circonstances imprévisibles. Il faut que cela rende excessivement onéreuse, donc que l'une des parties soit fortement lésée. Et 3, il faut bien sûr qu'elle n'en ait pas accepté le risque au moment de la conclusion du contrat. Est-ce que, dans nos faits, les 3 choses sont réunies ? Est-ce qu'un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat est intervenu ? Oui, puisque le cours des matières premières s'est envolé. Or, aujourd'hui, personne n'est capable de, 10 ans avant, 5 ans avant, de donner le cours d'une matière première.
Aujourd'hui, personne n'est capable de dire que dans 2 ans, le pétrole il sera à 100 euros le baril ou 20 euros le baril. Personne ne sait le faire, ça. Alors, on peut donner des tendances, des choses comme ça, mais personne ne peut prévoir les cours des matières premières. Or, c'est le cas ici. Donc, effectivement, on est bien en présence d'une circonstance imprévisible au moment de la conclusion du contrat. Est-ce que cela rend le contrat excessivement onéreux pour une partie? Ben oui, puisque a priori, la société Opticus ne rentre plus dans ses frais, c'est-à-dire qu'elle vend à perte. Le coût de la fabrication à cause de la matière première a été fortement augmenté. Le prix de vente, lui, est certainement resté le même puisqu'il est indiqué il a dû être indiqué dans le contrat. Par conséquent, la société Opticus perd des sous à chaque fois qu'elle vend ses lunettes à la société Topoptique. Est-ce que la société Opticus avait accepté d'assumer le risque? Rien ne permet de l'affirmer, d'accord. A priori, non. Voilà par exemple, cet élément-là, on est obligé de le déduire, puisqu'il n'y a rien dans les faits qui nous disent la société Opticus avait décidé d'assumer le risque d'une montée des cours ou d'une envolée des cours. Donc on va déduire que non. Maintenant, qu'est-ce que la société donc, Opticus peut faire, puisque les conditions sont réunies pour l'application de l'annexe? Elle a donc plusieurs solutions. Elle a 3 solutions. Soit trouver un terrain d'entente avec le co-contractant, donc avec la société Topoptique, pour pouvoir renégocier le contrat. Première solution. Elle peut demander aussi à ce que le contrat soit résolu, c'est-à-dire qu'il soit stoppé. Ou elle peut éventuellement, elle-même, à défaut de commun accord, saisir le juge pour que lui-même soit renégocie le contrat ou soit y mette fin. Donc il y a une première phase où il y aura des renégociations ou un arrangement, je dirais, entre les parties. Donc les parties vont se réunir et soit renégocier, soit résoudre le contrat, c'est-à-dire le stopper. Ou si elles ne tombent pas d'accord, elles vont pouvoir demander à un juge de modifier le contrat, d'accord, de l'adapter à la nouvelle situation. Et si elles ne sont toujours pas d'accord, parce que, imaginons, Top Optique peut très bien dire non, non, moi je ne renégocie pas. Non, non, moi je ne veux pas la fin du contrat. Et non, non, je ne veux pas aller voir un juge. Top Optique peut faire un blocage et dire de toute façon, la force obligatoire du contrat vous oblige à le continuer. Donc, moi, je suis en bonne position, hein, puisque je suis en train d'acheter des lunettes qui, finalement, sont moins chères que ce qu'elles ne valent. Donc, si la société Opticus fait blocage, le fournisseur, si la société Top Optique, le client, fait blocage à la renégociation, à la résolution ou à la saisie du juge, la société Opticus, le fournisseur, peut toute seule saisir le juge afin qu'il révise le contrat ou qu'il y mette fin. Donc, ce sont toutes les possibilités qu'il fallait évoquer et qui sont à la disposition de M. Jean Brunel, le directeur de la société Opticus. Voilà pour ce cas. C'est clairement la théorie de l'imprévision qui est vue ici. Alors, je vous avais évoqué, je pense avec vous, l'histoire du canal de Craponne, et l'arrêt qui a un petit peu forcé le juge à modifier le droit. C'est-à-dire que dans cette affaire, on avait dit non, non, force obligatoire du contrat, on ne renégocie pas. Donc là, le juge, le législateur, depuis 2016, a introduit dans le Code civil une disposition qui oblige la renégociation ou qui oblige le juge à se saisir de l'affaire et à la régler. Y a-t-il des questions par rapport à ce cas? A priori, pas de questions par rapport à ça. Donc on va pouvoir continuer. Le cas numéro 8. Alors le cas numéro 8, c'est l'analyse d'une
Disposition contractuelle, on peut l'appeler comme ça, hein. Alors ça fait partie des conditions générales de vente, et les conditions générales de vente entrent dans le champ contractuel. Elles obligent les parties à les respecter, bien sûr, si elles les ont acceptées. Si elles les ont acceptées. Et c'est d'ailleurs pour ça aujourd'hui que, avant de passer une commande sur Internet, on vous oblige toujours à cliquer sur le fait que vous ayez accepté les conditions générales de vente. Donc, ça veut dire que vous venez de souscrire et vous venez de donner votre accord de volonté à l'application des conditions générales de vente. Bien souvent, on ne les lit jamais. Ça peut réserver quelques surprises, mais on ne les lit jamais. Et vous êtes obligé de cliquer. Pourquoi? Je vous rappelle que le contrat, c'est un accord de volonté. Et cet accord de volonté, il faut qu'il soit manifesté. D'accord? Il faut que vous l'ayez dit, que vous vouliez conclure. Et à l'intérieur du contrat, il y a ces conditions générales de vente. Si vous ne cliquez pas, vous ne pouvez pas continuer votre achat sur Internet parce que vous n'avez pas donné votre accord de volonté. À partir du moment où vous avez cliqué, vous avez dit oh, je suis d'accord avec les conditions du contrat, avec les conditions générales de vente qui sont des conditions contractuelles, et vous venez de donner votre accord. Vous venez de manifester votre volonté. Par conséquent, ces clauses obligatoirement s'appliquent. Quelques exceptions, bien sûr, mais ces clauses s'appliquent parce que vous avez donné votre accord. Ici, d'ailleurs, je pense que c'est peut-être issu d'un site internet. Voilà, c'est issu d'un site internet, oui. Beauty Tech. Ici, ces conditions générales de vente, il figure une clause à travers l'article numéro 8 qui réserve la propriété du bien au vendeur tant que l'acheteur n'a pas réglé le prix en totalité. Par contre, l'acheteur est responsable de la détérioration et éventuellement des risques qui sont encourus par le bien qu'il a acheté. Ensuite, d'un point de vue un peu plus comptable, il doit faire figurer dans son bilan de façon distincte le matériel dont il n'est pas encore propriétaire. Alors, donner un nom à la clause. C'est une clause qu'on a évoquée. Est-ce que quelqu'un peut me dire le nom de cette clause? Exactement, mademoiselle Aline, c'est une clause de réserve de propriété. D'accord? Alors, quel est l'intérêt de cette clause? Quel est l'intérêt de cette clause? C'est un petit peu pour le vendeur de se garantir du paiement de l'acheteur. Puisque le transfert de propriété, normalement, et ça c'est mon portable, d'accord, si je vous le vends, je vous le livre, d'accord, donc je vous le remets entre vos mains, et à partir de là, sans même que vous ayez payé, puisque mon obligation c'est de vous fournir le portable, vous, votre obligation c'est de me payer, moi je fais la mienne. Et le transfert de propriété s'est opéré. Donc vous devenez le propriétaire. Moi j'attends mon paiement et après, si le paiement ne devait pas arriver, donc si vous n'exécutez pas votre obligation, le seul recours que j'aurai, c'est de vous forcer à exécuter. Donc c'est de saisir un juge pour qu'il leur donne le paiement. Et éventuellement, même qu'il nomme un huissier pour qu'il aille saisir sur vos comptes, de façon à ce que je sois payé. Mais je ne pourrai plus agir sur mon bien, sur mon portable. C'est tout. Vous en êtes le propriétaire. La clause de réserve de propriété permet de décaler ce transfert de propriété. Le transfert de propriété ne s'opère pas au moment de la livraison, mais il s'opérera. Vous deviendrez le propriétaire au moment où vous aurez payé. Donc, c'est l'intérêt de la clause de propriété. Éventuellement, je peux avoir une action en récupération de mon bien, puisque vous n'en êtes pas le propriétaire. Donc, j'ai le droit de récupérer mon bien, la chose que je vous ai vendue. Voilà tout l'intérêt de la clause de propriété qui permet au vendeur de rester le propriétaire tant que l'acheteur n'a pas payé le prix dans sa globalité. Par contre, l'acheteur, lui, est responsable du bien. Il faut qu'il soit toujours faut qu'il soit entretenu, etc. etc. Voilà pour cette problématique de clause de réserve de propriété. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Pas de questions.
Très bien. Alors, venons-en au cas suivant. Vous avez deux sociétés, d'accord, la société Giulioni et la société Subrico qui ont signé un contrat, d'accord. La société, un contrat d'approvisionnement mensuel, la société, la société Giulioni doit donc livrer du matériel à la société Subrico. Deux clauses sont insérées au contrat, l'article 27 et l'article 28. L'une stipule que la société Giulioni, en cas de non-exécution d'une de ses obligations, c'est-à-dire de livrer aux dates convenues, ne peut être condamnée qu'au maximum à 10% du contrat au titre d'indemnité. Alors que pour l'autre clause, la société Subrico, si elle ne devait pas exécuter correctement ses obligations, elle serait redevable à la société Giulioni d'une somme forfaitaire de 1 500 € par jour de retard, au titre de dommages et intérêts. Comment pouvez-vous donc qualifier ces deux clauses? Quels sont leurs noms? Sur 43 personnes, il n'y a personne qui va me donner le nom. Alors, la première clause est une clause. Très bien, j'ai l'impression qu'il n'y a que Éline qui est réveillée, qui est sortie de son lit. Hein. La première clause était une clause effectivement de limite de responsabilité. Alors, qu'est-ce qui va pouvoir nous indiquer que c'est une limite de responsabilité? Parce que ici, le montant de la pénalité, en quelque sorte, il est plafonné à 10%. On sent bien qu'il y a une limite qui est mise. Donc, on suppose que, par exemple, si une livraison porte sur un montant, porte sur des biens dont le montant serait de, je ne sais pas moi, 10 000 €, eh ben, on a un maximum d'indemnité qui peut être octroyé, qui est de 10%, qui serait donc de 1 000 €. Donc, on a vraiment l'impression ici que, effectivement, c'est une clause de limite de responsabilité. Quant à la clause 28, quelle est, elle, sa qualification? Alors, Mathieu propose une clause résolutoire. Alors, une clause résolutoire, c'est une clause qui permet à l'une des deux parties de pouvoir résoudre, donc arrêter le contrat, y mettre un terme, parce que l'autre n'a pas exécuté une obligation précise. Or, ici, donc, on sent bien résolution, donc fin du contrat, et résolutoire sont des mots qui sont les mêmes. Donc, la clause résolutoire, elle permet de mettre fin au contrat, donc de résoudre le contrat, de le résilier, parce qu'il y a une inexécution contractuelle de l'une des parties. Par contre, Mathieu, du coup, me dit, ah non, je me suis trompé, c'est plutôt une clause pénale. Effectivement, c'est une clause pénale. La clause pénale, elle se définit comment? Elle se définit par le fait que les parties ont déjà prévu les indemnités dues en cas d'inexécution, et de façon forfaitaire. C'est un forfait qui est appliqué, et ici c'est bien le cas, puisque la somme de forfaitaire de 1 500 € sera octroyée en cas d'inexécution par la société Subrico de ses obligations. Donc là, la clause pénale, c'est une clause qui, quelque part, est ce qu'on appelle comminatoire, c'est-à-dire qu'elle va forcer, elle va dire, attention, si je ne fais pas ce que je dois faire, tu as vu l'amende, c'est une sorte d'amende, hein, tu as vu l'amende que je risque. Donc, ici, première clause de limite de responsabilité, deuxième clause pénale. Alors, c'est important
C'est important parce que, alors même si le juge révise très rarement les clauses pénales, malgré tout, il en a la possibilité. Il en a la possibilité. Autant une clause de limitation de responsabilité, le juge, si elle est valable, le juge ne peut pas y toucher, voilà. Alors qu'une clause pénale, si elle est excessive ou si elle est trop peu rémunératrice par rapport au préjudice, le juge peut la modifier. Donc, ici, bon, on ne connaît pas la nature des obligations et on ne connaît pas le montant des transactions qui se passent entre la société Giuliani et Subrico, mais c'est quand même important la qualification d'une clause, puisque une clause de limitation de responsabilité, on ne peut pas la modifier. Le juge ne peut pas la modifier. Alors, sauf si elle devait être portée sur une obligation essentielle du contrat. Dans ces cas-là, elle serait réputée non écrite, tout simplement. Alors que la clause pénale peut faire l'objet d'une révision. Imaginons si la société Subrico n'avait pas exécuté ses obligations et que, je ne sais pas moi, il y ait 10 jours de retard, ça lui fait une indemnité de 15 000 euros à verser à la société Giuliani. Si la société Subrico trouvait que la somme forfaitaire qu'elle doit était beaucoup trop importante, elle pourrait saisir le juge en demandant de réviser la clause pénale. En fonction de l'argumentation qu'elle va avancer, en fonction de l'argumentation aussi que va avancer la société Giuliani, le juge prendra sa décision. S'il trouve que c'est normal, ben c'est tout, on ne bouge pas, on ne trouve pas. S'il trouve que c'est excessif, il peut réduire la clause. Ensuite, on nous dit que la société présentée d'utilité, donc on l'a dit, la société Giuliani n'a pas livré son client. Les articles 27 et 28 s'appliquent-ils? L'article 28, non, puisque l'article 28, il concerne les obligations de la société Subrico et non pas la société Giuliani. D'accord? Donc l'article 28 ne s'applique pas à la société Giuliani puisqu'il ne concerne que l'inexécution des obligations de la société Subrico. Alors que l'article 27, lui, va s'appliquer. Et donc, si les articles n'ont pas été livrés, la société Giuliani sera redevable d'une indemnité de 10%, au maximum de 10% du contrat. Voilà la réponse à cette question. Alors, concernant maintenant le cas Sauger, peut-on répéter? Je ne vais pas pouvoir répéter, Hugo, je suis désolé parce il est 9h24, nous terminons dans 6 minutes et il nous reste 2 cas à traiter. Vous réécouterez la vidéo. Je disais simplement que l'article 28 ne s'applique pas, alors que l'article 27 s'applique. D'accord? Il nous reste 6 minutes pour traiter les 2 derniers cas et je voudrais qu'on vraiment on puisse les faire. Voilà, exactement, Eline. Pas de souci. Alors voilà, le cas Sogé. Donc la société, on arrive à peu près dans le même type de rapport entre l'un et l'autre. La société Sogé doit livrer des boîtes aux lettres à la société L'Enchanteur. La livraison de 4000 boîtes aux lettres est prévue et elle se fait en 10 échéances. Donc on va supposer que tous les mois, par exemple, la société Sogé doit livrer 400 boîtes aux lettres, et ça sur 10 mois, à la société L'Enchanteur. La société Sogé n'a pas livré les 2 premières échéances, n'a pas honoré les 2 premières échéances, c'est-à-dire qu'elle n'a pas livré voilà, elle n'a pas livré les 2 premières livraisons, enfin, elle n'a pas effectué les 2 premières livraisons qu'elle devait faire. D'accord. Donc, le client qui n'a pas été livré, l'enchanteur, peut-il, à bon droit, mettre fin au contrat? Donc, peut-il stopper, mettre fin au bon droit? Je vous rappelle que oui, oui, effectivement, mais voilà, il faudra vraiment, alors je pense que là c'est parce que juste on est sur le chat, hein, mais vraiment il faudra étayer vos réponses parce que vous voyez, pour non-respect du contrat, Aurélie, voilà, Aurélie, ici.
on sait que le non-respect du contrat, ça passe, d'accord? Mais si vous me dites l'inexécution d'une obligation contractuelle, là, c'est top. C'est la même chose, je suis tout à fait d'accord. Mais si vous adoptez un langage un peu plus juridique, vous serez hyper bien noté. Donc ici, on connaît 5 remèdes à l'inexécution ou à la mauvaise exécution contractuelle. Donc, ces 5 remèdes sont les suivants. L'exception d'inexécution, je vous rappelle, donc c'est la possibilité de ne pas exécuter soi-même son obligation si mon co-contractant n'a pas exécuté la sienne. Deuxièmement, la réduction du prix. Troisièmement, l'exécution forcée en nature, c'est-à-dire obliger l'autre à exécuter sa part du contrat. Quatrièmement, l'octroi de dommages et intérêts. D'accord ? Et cinquièmement, celle qui va nous intéresser évidemment, je l'ai donné en dernier, la possibilité d'arrêter le contrat, d'y mettre fin. D'accord ? Donc ici, effectivement, l'enchanteur, parce que la société Sogé n'a pas effectué ses obligations, a la possibilité de mettre fin au contrat. Ça, c'est une possibilité. Malgré tout, quelle est la procédure que doit respecter la société l'enchanteur afin de mettre fin au contrat? Quelle est la procédure? Il existe 3 possibilités pour la société l'enchanteur. On a 3 possibilités de résolution. Soit la résolution judiciaire. Donc, c'est saisir le juge pour lui dire, voilà monsieur, la société Sogé n'a pas effectué ses obligations, je souhaite que vous prononciez la résolution du contrat. Le juge prononcera la résolution du contrat. Deuxième possibilité, mettre fin au contrat parce qu'il y a une clause qui le prévoit. C'est la clause résolutoire dont, je crois, Maxime nous parlait tout à l'heure. Bien souvent, dans les contrats, si vous n'effectuez pas une obligation, il est indiqué que le contrat peut être résolu. C'est ce qui se passe, par exemple, quand, je ne sais pas moi, vous prenez votre assurance, vous ne payez pas des échéances, l'assurance s'arrête. C'est tout. Le contrat est arrêté. Parce qu'il y a une clause. Troisième solution. Parce que ici, voilà, on ne dit rien sur la présence d'une éventuelle clause résolutoire. Troisième possibilité, la résolution unilatérale, c'est-à-dire que l'une des parties prend la décision de résoudre le contrat. Mais pour faire ça, il faudra adresser une mise en demeure précédant la résolution, avant toute résolution, il faudra envoyer une mise en demeure à la société Sogé pour lui dire, voilà, vous n'avez pas effectué correctement vos obligations, je vous mets en demeure de me faire la livraison sous 8 jours, par exemple. À défaut, je prononcerai la résolution du contrat et je devrais vous l'indiquer aussi par notification. C'est-à-dire que je vous enverrai un petit courrier en vous disant, c'est tout, on arrête là. Voilà pour la problématique de la procédure concernant la résolution du contrat. Quels seront les effets de cette décision? Attention, ici, on veut certainement vous dire quelle est la différence, et on va la coupler avec la dernière question, entre résolution et nullité. Ici, le contrat aura existé, c'est tout, il s'est arrêté, il a été interrompu. Alors que je vous rappelle que dans la nullité, le contrat n'a jamais censé exister. D'accord ? C'est-à-dire qu'un contrat qui est non valable et donc dont la nullité a été prononcée, le contrat n'a jamais existé. D'où le jeu des restitutions. Alors que pour un contrat qui est résolu, le contrat a existé et c'est tout, il est terminé. Voilà pour cette dernière. Malheureusement, nous n'aurons pas le temps de traiter la dernière question alors si vous n'avez pas cours, je vais la faire, d'accord? Je vais la faire, elle sera dans les vidéos. Si vous avez cours, je vous autorise à quitter la vidéo et vous pourrez regarder la fin de la correction, d'accord? Si vous n'avez pas cours, vous pouvez suivre toujours la correction que je vais faire immédiatement pour ne pas trop perdre de temps. Donc, Perrine a conclu un contrat avec la société Vitaneuf concernant la réfection de son magasin. Le contrat portant sur une somme de 7 450 €, ça nous apporte peu, il était prévu que la société intervienne pendant les 2 semaines d'absence pour congé de Perrine. Comme ça a évité une fermeture trop importante du magasin. Pardon. À son retour, cette dernière a la surprise de retrouver les locaux en travaux.
priori, les travaux ne sont pas terminés. Il se trouve par conséquent dans l'impossibilité de rouvrir son magasin comme prévu. Perrine contacte la société qui lui répond qu'elle a pris du retard parce qu'elle a une trop grosse charge de travail. Elle ne peut non plus obtenir une date ferme quant à la fin du chantier. Perrine s'interroge sur ce qu'elle peut faire et vous demande de l'éclairer. La question est très claire. Perrine veut obtenir l'exécution des travaux ou la réparation de son préjudice. Elle ne veut pas obtenir autre chose. Puisque on revient un petit peu sur la même problématique que la possibilité, le cas précédent, c'est-à-dire qu'il y a une mauvaise. Ici, ce qu'on va faire, on va résoudre comme ça. On va dire d'abord, il existe un contrat. Donc c'est sur le terrain contractuel que va se porter la résolution. Ensuite, il existe une mauvaise exécution, une faute contractuelle de l'une des parties. La société Vitaneuf est en retard. Donc elle n'a pas effectué correctement ses obligations. On a effectué une partie, d'accord? Ce n'est pas une inexécution, c'est une mauvaise exécution. Face à une mauvaise ou à une inexécution, quelles sont les possibilités pour la partie qui est lésée? Elle a donc 5 possibilités. Je les rappelle, je les ai données déjà tout à l'heure. L'exception d'inexécution, c'est-à-dire ne pas exécuter sa propre exécution. Est-ce que c'est intéressant ici? Non, puisque ça ne va toujours pas forcer la société Vitaneuf à réaliser les travaux. Imaginons que Perrine doive payer une partie des travaux, elle est en droit de ne pas le faire, c'est l'exception d'inexécution, mais ça ne va, va pas résoudre son problème. Ce n'est pas pour ça que les travaux vont être réalisés. Donc on élimine, ce n'est pas une chose intéressante. Obtenir une réduction du prix, est-ce que ça va forcer les travaux? Non, pas intéressant non plus. Obtenir la résolution du contrat, est-ce que ça répond à notre question? Pas du tout. Par contre, effectivement, vous avez bien compris que j'ai énuméré dans l'ordre qui m'intéressait, pouvoir obtenir l'exécution forcée. Donc ça nous intéresse. Effectivement, ici, on peut saisir le juge qui va forcer l'entreprise Vitaneuf à réaliser les travaux au plus vite et donner une date de fin de chantier à Perrine. Ça, c'est une possibilité. Alors, vous pourriez m'opposer, oui, mais alors tant qu'on saisisse le juge, etc., il y a des délais qui risquent d'être relativement importants. Aujourd'hui, il existe des procédures rapides qu'on appelle des procédures en référé. Alors, je ne vais pas rentrer dans les conditions du référé, etc., mais il me semble qu'une telle situation pourrait faire l'objet d'une procédure en référé et d'obtenir une décision du juge très rapide qui force l'entreprise. Ou même, mieux encore, c'est d'obtenir du juge qu'il nomme une autre entreprise qui réalise les travaux et dont la facture serait payée par l'entreprise Vitaneuf. Donc l'exécution forcée peut être faite directement par l'entreprise qui aurait dû le faire, ou peut être faite par une autre entreprise qui vient suppléer, qui vient se substituer à l'entreprise qui devait exécuter les travaux en premier. Donc ça, on a répondu à la question sur l'exécution. Maintenant, peut-elle obtenir une réparation de son préjudice? Effectivement, elle va pouvoir obtenir une réparation du préjudice en utilisant la 5e possibilité, c'est-à-dire l'allocation de dommages et intérêts et la mise en œuvre, la mise en cause de la responsabilité civile contractuelle de la société Vitaneuf. Pour ça, vous savez les 3 conditions: une faute ou une inexécution contractuelle, une faute contractuelle, un préjudice, un lien de causalité. Si la faute contractuelle est établie, puisque la société Vitaneuf n'a pas réalisé les travaux dans les temps impartis. Le préjudice, il est établi aussi, puisque Perrine ne peut pas réouvrir son magasin et que par conséquent, elle aura une perte de chiffre d'affaires. Le lien de causalité, il se déduit de la faute. Si la société avait correctement respecté les délais, Perrine n'aurait pas eu de chiffre d'affaires puisqu'elle aurait pu réouvrir son magasin. Donc les 3 conditions de la mise en œuvre, de la mise en cause de la responsabilité contractuelle sont réunies. Perrine va pouvoir obtenir des dommages et intérêts pour réparer son préjudice. La deuxième question, qui est pratiquement la même, enfin qui n'est pas pratiquement la même, mais qui va nous aboutir sur la même conclusion, c'est que la société qui a réalisé les travaux, donc, il y a des malfaçons, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont mal été faites. Peut-être des peintures qui craquent, peut-être des enduits qui ont mal été terminés, mal poncés, enfin voilà, le boulot n'a pas été correctement fait.
Encore une fois, on va pouvoir mettre en cause ici la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur, dans le sens où il y a une mauvaise exécution, puisque les travaux qui ont été faits auraient dû être correctement faits. Donc, on va déterminer qu'il a mal fait son boulot, donc il y a bien une faute contractuelle. Maintenant, ça sera à Perrine à établir le préjudice. Quel est le préjudice qu'elle va subir? Parce que peut-être qu'elle va devoir refaire faire des travaux, peut-être qu'elle va devoir refaire passer une entreprise pour refaire des peintures, des ponçages, des choses comme ça. Donc, ça va lui engendrer des frais. Enfin, il faudra établir un lien de causalité entre les deux choses. Ici, ce n'est pas très compliqué d'établir ce lien de causalité, et donc la responsabilité contractuelle de l'entreprise va pouvoir être engagée afin que Perrine soit remboursée des travaux qu'elle aura dû commander pour réparer les malfaçons. Voilà concernant la fin de cette partie sur le contrat. La semaine prochaine, nous attaquerons les stocks. Vous avez déjà dans NetCampus le cours, d'accord, parce que comme il y a des soucis d'accès au cours, je l'ai remis. Le cours est TD, donc il faut préparer le TD. Je crois que nous, on se voit lundi prochain. Vous avez le week-end pour préparer le TD et vous aurez certainement un petit quiz aussi à faire avec une date de rendu. Hein, d'accord, j'indiquerai, vous surveillerez votre NetCampus. C'est pas sûrement, mais vous aurez un quiz à faire avant lundi 8h ou avant dimanche soir. Je mettrai une date exacte. Mais voilà, les petits quiz de 10 questions, ça prend 5 minutes. Hein, d'accord. Y a-t-il des questions pour ceux qui sont restés avec moi? Non? Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas de questions, je ne vais pas vous retenir plus longtemps pour cette séance qui a duré un petit peu plus longtemps que prévu. Je vous souhaite bon courage et bonne journée et bon week-end surtout. Allez, au revoir.